On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'avocat à la retraite et ex-juge municipal Denis Boudria qui se questionne sur la légitimité du maire Laplante actuellement suspendu. Mais d'abord, parlons de plaisanciers, de marina de bateaux avec un nouveau service à la marina Saint-Tropez à Saint-Blaise. Oui, vous le savez, c'est la réouverture des centres d'achat, mais également des campings, des marinas. Pas encore de la restauration, ça viendra probablement un peu plus tard. Mais quand on parle de marina, on parle aussi un peu de restauration. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire du prêt à emporter pour les plaisanciers qui sont sur des bateaux? Bien, il semble que oui. Et d'ailleurs, c'est une première expérience pour la nouvelle propriétaire de la marina Saint-Tropez à Saint-Blaise, Karine Roy. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir parce que c'est quand même aussi tout nouveau. Donc, vous êtes nouvellement propriétaire de la marina Saint-Tropez depuis quelques semaines à peine, là. Exactement, exactement. Je prends la relève de deux femmes exceptionnelles avant moi. Et cela depuis le 1er mai. Un timing extraordinaire. Mais voilà, certes, on commencera avec un défi en espérant qu'un jour, on pourra juste surfer sur la vague. Bon, bien, peut-être juste un petit mot sur les anciennes propriétaires, là, la mère et la fille. Je veux dire, c'était une famille qui était installée depuis quand même assez longtemps, là. Oui, dans le fond, au 1er mai aussi, nous débutions notre 70e saison. Dans le fond, ma grand-mère était la fondatrice en 1951. C'était la plage Saint-Blaise. C'était une autre époque, une autre réalité. Et puis, dans le fond, ma mère a repris en 74 et a pris officiellement sa retraite au 1er mai. Elle reste avec moi, par exemple. Ah oui? Elle n'est pas sur le payroll, mais elle reste proche. J'ai besoin d'aide. Il y a beaucoup, on est dans un moment d'incertitude avec... C'est ça. Alors, elle reste proche, mais elle profite certes un peu plus de sa vie. Donc, Doris n'est jamais bien loin. Non, elle n'est pas très loin. Elle est au chalet. On l'a rappelé pour qu'elle vienne parce que ça a l'air qu'il y aura des annonces prochainement de d'autres affaires. Ouais. Alors, la piscine, les quais, la terrasse, les chaises longues, tu sais, il y en a beaucoup tout en même temps, là. Mais ça reste dans la famille. Exactement. Toujours au féminin. Bon, mais c'est bien ça. Là, bon, première des choses, les marinas ont le droit d'ouvrir. Donc, ça veut dire que vous pouvez maintenant avoir des bateaux sur les quais. Évidemment, c'est un peu plus tard qu'une saison régulière. Qu'est-ce que ça change pour vous à compter d'aujourd'hui que techniquement la marina puisse ouvrir? Bien, à vrai dire, c'est que dans le fond, il y avait un gros moment d'incertitude au niveau des plaisanciers sur la signature des contrats, ne sachant pas trop quand est-ce que la saison ouvrirait. Nous, dans le fond, depuis l'annonce et la signature de beaucoup de contrats, on est presque d'ailleurs complet pour la saison avec nos saisonniers. Dans le fond, les bateaux qui se stationnent pour la saison totale, on en a signé 3 ce matin, 8 hier. Aujourd'hui, on accueille déjà notre premier bateau. Alors, nous, on est une plus petite marina. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas là, les services d'entreposage et tout ça. Fait que les va-et-vient de bateaux, chez nous, il n'y en avait pas avant aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a déjà notre premier bateau au quai. Donc, les gens vont commencer tranquillement à s'installer sur rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de gens sur les quais en même temps. Et puis, ben voilà, non, pour nous, au moins, si les gens commencent à naviguer, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver dans la région, il va y avoir du trafic sur le Richelieu, d'où notre service. Bon, parce que ça, je disais en introduction, bon, Marina Saint-Tropez, oui, c'est une marina, mais c'est aussi un restaurant, c'est une terrasse. Mais là, vous avez, avant même qu'on annonce la réouverture des marinas, vous aviez en tête d'installer, dans le fond, un système de service de restauration pour les plaisanciers, un peu comme un service à l'auto, mais vous autres, dans le fond, c'est un service au bateau. Expliquez-nous un peu comment c'est venu comme idée. Bien, à vrai dire, c'est sûr que nous, on se dit les vraies choses. On est à Saint-Blaise sur le Richelieu, Saint-Blaise on the beach. Sans les marinas, sans la saison touristique, avec le marché local seulement, on ne peut pas sortir notre épingle du jeu à l'année longue. On a vraiment, vraiment besoin. On a commencé depuis Pâques à faire des take-out et la demande était là. Les gens étaient prêts, les gens avaient le goût. On a fait des thématiques. Après ça, au début du mois de mai, on a décidé d'avoir un menu un peu plus conventionnel de semaine en semaine parce que là, on s'est inventé de week-end en week-end. Et puis, ben là, tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'est que
Dans le fond, la réalité, c'est que le Saint-Tropez étant le Saint-Tropez avec une capacité de 1000 personnes totale, déjà, il est difficile de répondre à la demande de la restauration des gens sur place. Donc, c'est sûr que ça faisait longtemps que ça cogitait dans ma tête, mais la réalité était la suivante. Si on n'est pas capable de servir ces 1000 personnes-là, pourquoi commencer à donner d'autres services? Ceci étant dit, avec la venue de la COVID, bien, on a dit, bien là, malheureusement, si les gens ne viennent pas à nous, on doit aller aux gens, on doit offrir un service qui va nous démarquer. Parce qu'on n'est pas juste un restaurant, mais là, présentement, c'est ça qu'on fait, juste du take-out. Donc, on a vraiment regardé un peu, puis on s'est dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas les gens? Il y a les gens sont sur l'eau, les gens, c'est les ventes de bateaux sont à la hausse pour les petites embarcations. Les gens ont le goût de vivre ce petit moment de liberté-là. Oui, ils pourront naviguer, oui, ils pourront commander à une heure prescrite, se présenter à nos quais et recevoir leur repas. Mais au-delà de ça, nous, dans le fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, bien, on ne peut pas vivre l'expérience Saint-Tropez sur notre terrasse, avec la piscine, avec la musique et avec tout ça. Créons des genres d'expériences sur l'eau. Donc, on couchait de soleil. Pourquoi pas commander une bonne petite bouteille de vin blanc avec un plateau de fromage? Puis dire, bon, on a fini de travailler à 5 heures, on ne peut pas faire plein d'affaires, mais pourquoi qu'on n'irait pas pour un petit 5 à 7 sur l'eau? C'est un petit peu ça qu'on va développer. Au fur là, on a développé l'application. On a eu une personne en fin de semaine. Hein, le climat, c'était pas super. Il n'y avait vraiment pas de bateau. C'était froid en fin de semaine. On a essayé d'aller. Il y avait des pêcheurs qui pêchaient. On a dit, hey, si vous voulez de la nourriture, on a ce service-là maintenant. Mais tu sais, on a eu une personne en fin de semaine. On a pratiqué notre application. On a fait des tests. Tout va bien. Alors, on est prêt pour le week-end prochain pour la vague là, où il y aura... des gens avec les marinas. Parce que là, dans le fond, comme vous dites, les gens peuvent commander au téléphone. Donc, si on est sur l'eau, je ne sais pas, moi, je pars du Nautique à Saint-Jean ou je suis à Saint-Paul ou peu importe, puis là, je dis, je vais passer devant le Saint-Tropez, je veux commander telle affaire. On peut le faire par téléphone, mais on peut commander en ligne également. Exactement, exactement. L'application est vraiment... Dans le fond, ce qu'on a développé... Ce qu'on voulait faire, c'est de faciliter, de faire en sorte que les gens puissent voir tout d'un trait, tout ce qu'on a à offrir. Parce qu'au téléphone, des fois, les gens n'ont pas le menu. Là, on explique le menu. Il n'y a pas toutes les options, il n'y a pas tout. Effectivement, le téléphone va toujours fonctionner. Mais en ligne, on a tous nos éléments avec un beau descriptif, avec des photos. Puis on peut même, par la suite, on a développé, avec la COVID, on a eu beaucoup de temps. Tous les petits projets qu'on avait, qu'on a développé une ligne de projets d'objets promotionnels, alors casquettes, verre à bière, verre à vin. On a d'autres nouveautés qui s'en viennent. Fait que les gens peuvent tout combiner leur expérience d'achat en ligne, puis juste se présenter au quai, recevoir le tout, quitter ou rester à nos quais pour le temps de l'apéro ou pour le temps de casser la croûte aussi. Est-ce qu'on sait s'il y a un service de restauration au bateau? Est-ce que c'est une idée qui a déjà été expérimentée, je ne sais pas, moi, au lac Memphremagog, lac des Deux-Montagnes ou ailleurs au Québec? L'idée venait d'où de dire on va faire un peu comme un service à l'auto, mais un service au bateau pour la restauration? Bien, à vrai dire, moi, je suis une personne comme ça, j'ai des idées à toutes les minutes. J'en écris, j'ai des pages, j'ai des livres complets d'idées. Des fois, ça vient un peu moins... ça cadre moins dans l'expérience et dans la vision du Saint-Tropez. Mais pour moi, c'était comme un peu dans le sud. Tu sais, souvent, on dit c'est quoi votre pêche du jour? J'aimerais ça dire la perche chaude, on l'a pêché sur le bout du quai à matin, les pêcheurs sont allés. Puis là, à un moment donné, je suis sur le bout du quai, la pêche, je me dis, bien, voyons donc, les gens devraient être capables de pouvoir juste arrêter au bout, dans cette même fraîcheur-là, mais au niveau des éléments de la nourriture transformée, de pouvoir ne pas... Parce que, tu sais, c'est ça. C'est juste de pouvoir dire, bien, one-shot deal, on reçoit tout sur notre bateau, puis on continue, on profite de l'été. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas au Québec présentement avec une application telle. C'est sûr que ça... Même à travers les différents centres-villes, il y a une telle chose qui se fait de façon un peu... parce qu'on sait que tel restaurant fait du take-out, parce qu'on sait qu'il y a un quai à proximité, parce qu'on sait... Mais le service, l'expérience vraiment encadrée n'existe pas présentement. C'est vraiment excitant, mais je pense que plus que juste dire on commande une pizza, une all dress, une extra large pour la famille,
on peut aller vivre une expérience, puis c'est ça qu'on va développer dans les prochains jours pour se préparer pour le week-end. Parce qu'il y a clairement quand même beaucoup de monde sur le Richelieu. Là. Quand il fait beau, là, des belles journées, quand on part de Saint-Jean jusqu'à la frontière américaine, il y a plusieurs marinas. Il y a même des propriétaires riverains qui ont leur propre quai, leur propre bateau et qui se promènent, etc. Bref, il y a quand même beaucoup de circulation sur le Richelieu. Puis ça, potentiellement, ça peut vous amener une bonne clientèle pour le nouveau service que vous mettez en place aujourd'hui. Exactement. Dans le fond, moi, ce que je dis toujours à tous les jours, c'est que si en 2020, on ferme nos yeux et on imagine comme l'année 2019, on va être déçus. Ouais. Alors, il faut s'ouvrir à vivre d'autres expériences. C'est sûr qu'avec les écluses qui devraient ouvrir pour la mi-fin juin, avec les douanes qui... On ne sait pas trop où on s'en va avec ça, rien avant le 21 juin, il y a un potentiel extraordinaire. Et puis, on veut vraiment... On veut, oui, effectivement, faire le besoin de manger, répondre aux besoins, mais on veut bonifier un petit peu ça. Puis on est en train de regarder à peut-être faire des 5 à 7, des gens sur l'eau, commandes. Parce qu'en même temps, la portion restaurant, terrasse, puis en plus, vous avez une piscine. Là, le gouvernement a dit qu'on pouvait ouvrir les piscines extérieures, mais là, comment on le fait dans une terrasse privée? Mais parce qu'on sait que dans le plan de déconfinement du gouvernement, on va nous annoncer probablement dans les prochains jours qu'on va permettre la réouverture des restaurants en salle à la moitié de la capacité. Ça va être probablement comme ça pour l'été. Là, chez vous, comment vous l'imaginez? Là? Si on vous dit demain matin, vous pouvez opérer votre restaurant ou votre terrasse à 50 de la capacité, vous pouvez permettre des baigneurs dans la piscine à 50 de la capacité. Avez-vous déjà commencé à penser à comment vous pourriez mettre ça en place? Bien, moi, je vous dirais que oui, effectivement, mais c'est tellement facile parce que la marina de Saint-Tropez, là, dans le fond, là, on a des capacités énormes. Notre permis d'alcool est déjà pour 600 personnes sur la terrasse. On n'a pas 600 chaises. Fait qu'à ce moment-ci, la partie pour nous, on a lu attentivement les recommandations là, de l'ARQ, on se prépare, mais ça ne changerait pas grand-chose. On parlerait justement à ce moment-là juste de bien répartir les tables à travers le terrain. Parce que pour l'espace, nous, on est prêts. Notre marketing, on est ISO 2 mètres. On a la ligne aussi. Pourquoi se restreindre à 2 mètres quand on peut avoir 4 mètres? La capacité de la piscine, oui, effectivement, il va y avoir un peu de gestion à faire lorsqu'il y aura des grosses canicules, mais autrement, la piscine, c'est une belle chose à regarder. Les gens se trempent les pieds, mais à part les grosses canicules, il n'y a pas tellement de gens dans la piscine. Alors, nous, vraiment, là, on va être la destination cet été parce qu'on a tous les éléments pour faire profiter de l'été, tout en sécurité. Alors, 100 accueillant, 100 responsable. Donc, le message aux plaisanciers, là, si vous vous promenez sur le Richelieu avec votre bateau, bien, sachez que désormais, vous pouvez commander par téléphone, mais vous pouvez également commander de la nourriture via l'application de la Marina Saint-Tropez, puis aller tout simplement à quai, puis on va aller vous porter la nourriture au rendez-vous donné avec l'heure précise. Bien, un gros merci, Karine Roy, puis bonne chance pour cette saison un peu particulière. Bien, merci beaucoup. Ça va être certes particulier, mais on va l'avoir. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle politique. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Ces dernières semaines, c'est vrai, on a parlé beaucoup de COVID, de pandémie, de crise et tout ça, mais il y a quand même cette crise au municipal qui perdure depuis plus de 2 ans maintenant. Bon, une crise très juridique aussi. Le maire qui contestait sa suspension confirmée par la Cour supérieure du Québec, une suspension de 95 jours, une suspension exceptionnelle également, qui s'est du jamais vu au Québec, donnée par la CMQ, la Commission municipale. Évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue, et pas plus tard que la semaine dernière, dans le Journal Le Canada français, il y avait une lettre d'opinion d'un avocat à la retraite, Denis Boudria. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue, Maître Boudria.
Bonjour, M. Latour. Bonjour. Dites-moi, de quelle façon en êtes-vous venu à l'idée de prendre le temps de rédiger une lettre d'opinion, de l'envoyer? Pourquoi c'était important pour vous d'écrire cette lettre d'opinion? C'est de par ma profession que j'ai exercée pendant 42 ans, les fonctions également judiciaires que j'ai occupées, pour moi, il est extrêmement important de suivre la règle de droit et de respecter les jugements rendus par les tribunaux. Dans le cas présent, on est devant une situation qui est tout à fait inusitée d'un maire qui a été visé par une sanction extrêmement sévère et qui, de toute évidence, ne semble pas vouloir le reconnaître et ne semble pas vouloir poser aucun geste pour changer la situation. Bon. Et quand on réfère à votre lettre d'opinion Bon. Et quand on réfère à votre lettre d'opinion de la semaine dernière, vous allez quand même assez loin où vous dites, vous remettez en cause un peu même la légitimité du maire, parce que, bon, techniquement, il va revenir quelque part au mois d'août. On va être peut-être à 14 mois de l'élection. Mais pour vous, il y a quand même un doute sur sa légitimité de revenir même après la suspension? Oui, M. Latour, parce que les tribunaux ont réglé la question du droit. Il a le droit de revenir après la suspension. La question de la légitimité, ça, c'est une autre question sur laquelle la juge de la Cour supérieure n'avait pas compétence ou autorité pour juger. Ça, il appartient aux citoyens de décider si un maire qui a contrevenu au code d'éthique, qui a agi à l'encontre des intérêts de la ville, c'est quand même grave. Et pas un seul manquement, il y en a 10, avec la suspension la plus longue qu'on peut s'imaginer. D'ailleurs, la commission municipale ne pouvait pas dépasser 100 jours. Alors, pour avoir, c'est bien beau d'avoir le droit de revenir, mais encore faut-il en avoir la légitimité. Encore faut-il avoir la confiance des citoyens. Et selon moi, le maire n'a plus cette confiance-là depuis le jugement, autant par le contenu du jugement que par sa réaction au jugement ou son absence de réaction. Bon, il y aura également, comme on le sait, une autre cause qui va être entendue probablement cet automne, je ne sais pas avec le retard des tribunaux, mais avec le tribunal administratif du travail, qu'on appelle le TAT, là, sur les 3 plaintes en harcèlement psychologique qui ont été retenues. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu juridique là, qui pèse actuellement sur la tête du maire en question. Est-ce que pour vous, ça fait partie aussi de l'ensemble des facteurs qui vous amènent, disons, à douter de sa légitimité d'opérer comme maire? Non, pas du tout, parce que la cause qui va se plaider sur le harcèlement psychologique, la cause n'est pas encore plaidée. Avec les retards au tribunal administratif du travail, à moins que la date ait déjà été fixée, ce que je ne sais pas. Et si la date n'est pas fixée, il serait extrêmement étonnant que ça soit fixé à l'automne. Déjà que depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai, il y a un backlog, un retard, et toutes les causes de mars à mai qui n'ont pas procédé vont devoir être remises plus tard. Est-ce qu'on va leur donner préséance? Je ne sais pas. Mais il n'en reste pas moins que cette cause-là, pour le harcèlement, c'est une cause qui est pendante, qui n'est pas jugée encore, donc on ne peut pas présumer de l'issue. Alors pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance dans l'évaluation que je fais actuellement de la situation. Bon. Pour moi, actuellement, la situation est un maire qui a commis des manques graves à l'éthique et qui refuse de reconnaître la validité du jugement. Ben, est-ce qu'il a la légitimité pour reprendre ses fonctions au mois d'août? Moi, je soumets que non. Bon. Quand on revient sur ce jugement de la Cour supérieure du Québec qui vient confirmer le jugement de la première instance, qui est la commission municipale, le maire et son avocate arguaient qu'il y avait un problème de partialité. Or, évidemment, la juge Mona a été même assez virulente en disant qu'il n'y avait même pas le début du commencement d'une preuve et que c'était même un peu déplorable qu'on remette en doute la partialité du tribunal et du système de justice. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui a été amené de la part de la défense là-dedans? Cet argument n'aurait jamais dû être apporté devant la Cour supérieure. Un, parce que la question de la partialité, c'est le paragraphe, je pense, 109 de la décision de la Cour qui dit « L'argument de partialité doit être mis à la première occasion. » Or, on ne peut pas soumettre cet argument-là en cours de procédure. Il faut le soumettre à la première occasion. Donc, ça n'a pas été soumis à la commission municipale, la partialité de la juge Mona. Et à la Cour supérieure, il n'y avait aucun élément de preuve, pas un iota de preuve. Alors, normalement, c'est la responsabilité de l'avocat de ne pas présenter un argument
il n'y a aucune chance de succès devant un tribunal. On n'arrive pas devant la Cour supérieure comme on fait arriver devant une commission administrative. La Cour supérieure est un tribunal beaucoup plus rigoureux et l'argument de la partialité a été évacué immédiatement parce qu'il reposait sur aucun fondement sauf des suppositions, des allégations. Et c'est grave de soulever la partialité d'un tribunal. C'est pas banal de faire ça. Bon, il y a un autre aspect aussi dans le jugement dont on n'a pas beaucoup parlé ces dernières semaines. Et la juge Mona, pourtant, y fait référence dans son jugement de la Cour supérieure, c'est l'implication des membres du comité exécutif sur certaines décisions ou l'implication de ces membres-là. Même l'ex-maire Smérica en parlait dans son analyse il y a environ 2 semaines. Vous également, même, vous avez posé une question à la dernière séance publique. On comprend que les séances publiques sont à huis clos, mais on peut envoyer des questions à distance par courriel, ce que vous avez fait. Question qui a été relayée par le maire suppléant, mais il n'y a pas eu de réponse. Expliquez-nous un peu, parce que parmi les membres du comité exécutif, au moment que c'était visé, bon, il y avait Marco Savard, l'indépendant, mais sur certaines décisions, il s'était retiré. Mais il y avait également d'autres membres, en fait, les membres de l'équipe Laplante, Justin Bessette, Yann Langlois, Marilyn Charbonneau. Quelle est la question que vous posez à ces 3 conseillers de l'équipe Laplante aujourd'hui? La question que je pose aujourd'hui à l'équipe, aux membres du comité exécutif, aux 4 membres du comité exécutif, parce que j'imagine que M. Savard aussi aura des commentaires à faire là-dessus. La question tient dans un préambule et une courte question. Est-ce que vous me permettez d'en faire la lecture? Parce que la question était précise et elle vous peut trouver dans le journal jeudi. Allez-y. Vous me permettez de le faire? Oui, allez-y, tout à fait. Alors, voici le préambule. Et le préambule, c'est le paragraphe 159 de la décision de la juge Mona, qui a dit ceci, je cite, « Le fait pour Laplante de voter sur l'adoption par le comité exécutif de la résolution numéro CE 2018-05-0165 le 28 mai 2018 a été également considéré comme un manquement à ses obligations déontologiques parce qu'il a instrumentalisé le comité exécutif, c'est des mots extrêmement importants, parce qu'il a instrumentalisé le comité exécutif dans le but de remettre en question la légalité d'une résolution du conseil municipal et soutenir sans réserve son chef de cabinet, et en agissant ainsi, il n'a pas agi dans l'intérêt public de la ville. Voici la question qui suivait le préambule, et qui la suit toujours, puisque je n'ai toujours pas eu de réponse. Quelles leçons, et la question s'adresse aux membres du comité exécutif, quelles leçons tirez-vous de ce jugement final rendu par la Cour supérieure dans votre compréhension du code d'éthique que vous vous êtes engagé à respecter en tant que conseiller et en tant que membre du comité exécutif? C'est ça la question que je pose. Et si vous vous souvenez, dans ma première intervention publique, je remettais en cause le rôle des membres du comité exécutif. M. Laplante a été jugé comme ayant agi à l'encontre du code d'éthique et avoir commis des manquements graves. Et il ne l'a pas fait tout seul. Dans certains cas, il l'a fait seul. Comme de fait de rédiger un affidavit, d'aller témoigner à l'audition de M. Grenier, ça, il l'a fait seul. Mais lorsqu'il le faisait par une résolution du comité exécutif, que je vous soumets, que je soumets à mes concitoyens de Saint-Jean, c'est que les conseillers qui ont voté pour la résolution se retrouvent exactement dans la même position que M. Laplante. Donc, je demande à ces conseillers-là, et eux, ils n'ont jamais arrêté de siéger. Est-ce qu'ils ont la légitimité pour le faire? Je pense qu'ils doivent réagir au jugement. Est-ce qu'ils ont été instrumentalisés volontairement et involontairement? Est-ce qu'ils soutenaient à ce moment-là le maire Laplante? C'est évident qu'ils le soutenaient à ce moment-là. Ils ont voté pour la résolution et d'autres aussi. Mais... Et est-ce qu'aujourd'hui, ils soutiennent encore le maire Laplante dans la même démarche? C'est ça la question qui se pose. Et j'ai décidé de poser la question sur la place publique parce que dans le format des questions permises à l'hôtel de ville est extrêmement restrictif, comme vous savez. C'est 600 caractères maximum. Ce que je viens de vous lire, préambule des questions, c'est à peu près le double de 600 caractères. Iriez-vous jusqu'à dire que les conseillers du comité exécutif ont été complices directement ou indirectement des décisions du maire ou consciemment ou inconsciemment des décisions du maire? Est-ce que c'est ça un peu la question que vous vous posez sur le rôle joué par les conseillers du comité exécutif à l'égard de ce qui a été reproché ultimement au maire lui-même? Je m'en remets au paragraphe
que j'ai cité de la juge Mona, au paragraphe 159, c'est pas mal, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas mal exactement ce qu'elle a fait. Lorsqu'on dit que les conseillers ont été instrumentalisés, ça veut dire se servir de. Alors, les questions que je vais soulever, avec ou sans leur consentement, volontairement ou involontairement, ça découle de la question. Et c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important qu'ils prennent position là-dessus. C'est une question de respect de la population, de respect des citoyens. Ils doivent nous dire exactement, s'ils ont tiré une leçon, le jugement est rendu. Le jugement, il est final. Puisqu'il n'a pas été appelé, il aurait pu être appelé, il pourrait encore l'être jusqu'au 7 août. Il y a 30 jours pour en appeler d'une décision de la Cour supérieure. Le maire a annoncé qu'il n'en appelait pas. Mais il reste que les conseillers municipaux, que la Cour supérieure a dit être instrumentalisés, doivent s'expliquer. Et c'est là qu'arrive la question de leur légitimité. Parce que s'ils partagent en totalité ce qu'a fait le maire Laplante, s'ils réitèrent le vote qu'ils ont donné sur ces résolutions-là, je pense qu'il y a un problème. Je ne suis pas sûr qu'ils le réalisent actuellement, mais ils devraient le réaliser. Denis Boudria, avocat à la retraite, merci beaucoup. C'était fort éclairant. Merci beaucoup, M. Latour. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Il y aura quand même cet été une saison touristique, un peu particulière, c'est vrai, et Tourisme Richelieu avait déjà mis en ligne un guide de survie sur ce qui est ouvert ou différent. On disait aux gens de rester à la maison, mais là, on peut sortir aussi un peu. Bref, on vous invite quand même à lire ce guide de survie mis en ligne par tourismerichelieu.com. N'oubliez pas, Télébingo dimanche, 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.